Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une checklist à vérifier pour bien organiser vos démos Agile et par extension même n'importe quelle présentation où vous voulez voir apparaître des gens. Donc cette checklist, elle va être très concrète et elle est faite pour vous aider, pour à vous guider sans trop se poser de questions. On va vérifier un ensemble de points. Donc en fait, cette vidéo, elle fait suite à sept vidéos que j'avais faites précédemment. Donc je vous la remets ici et la question que je me posais, c'est pourquoi personne ne vient en démo ou pourquoi personne ne vient dans les présentations. J'ai mis démo parce que c'est le meeting Agile où on invite beaucoup de gens en général, mais c'est valable pour n'importe quelle présentation. Donc j'avais identifié les 4 raisons que je vous ai expliquées, donc vous pourrez aller voir les vidéos. Donc les raisons, on n'invite pas les gens, l'organisation n'est pas pratique, la démo n'est pas intéressante pour les parties prenantes et on ne maintient pas le contact, on ne relance pas. Donc vous avez toutes les explications de ces 4 points qui peuvent vous expliquer pourquoi vous pouvez être déçu que les gens que vous espériez voir en démo ne viennent pas. Eh bien, pour faciliter encore plus, donc j'avais pas prévu au départ de faire cette checklist, mais pour faciliter encore plus la chose, eh bien, je vous propose une checklist très concrète que vous pouvez vérifier pour chacune de vos démos. Donc, si vous cochez toutes les cases et que personne ne vient, là, c'est vraiment pas de chance. Vous allez dire que vous avez fait le mieux que vous pouviez et les gens ne viennent pas quand même. Donc, c'est vraiment dommage. Mais s'il vous manque plein de cases pas cochées, eh ben, il ne faut pas s'étonner que personne ne soit venu parce que c'est pour... Voilà, pour faire venir les gens et qu'ils participent, il faut cocher un certain nombre de cases. Donc, je vais vous expliquer brièvement chacune de ces cases. Et ensuite, j'expliquerai qui a la responsabilité de faire toutes ces actions. Ça va être relativement simple. La première des choses, c'est qu'il faut inviter les gens. Ça va sans dire, mais pour que les gens viennent, il faut qu'ils soient invités, qu'ils aient une invitation dans Outlook, dans Google Agenda, etc. Est-ce que vous avez invité tous les gens que vous comptiez faire venir ? Alors, ça paraît vraiment basique, mais en réalité, c'est très fréquent qu'on oublie d'inviter des gens, surtout dans les entreprises, dans les projets en agilité à l'échelle où il peut y avoir plein de personnes à inviter, plein de parties prenantes. Parfois, on fait des final system démo avec 100 personnes, donc c'est difficile de maintenir une liste à jour exhaustive. Donc ça, il faut vraiment le vérifier, que vous avez bien tout le monde dans vos invitations. Donc vous pouvez avoir alors je sais pas comment ça s'appelle, des groupes ou des mailing lists, ou vous pouvez avoir tout simplement un petit fichier texte sur votre ordinateur avec la liste des gens que vous voulez inviter, et il faut vérifier que ces listes sont à jour et que les gens reçoivent bien l'invitation, et puis il peut y avoir des bugs techniques, des invitations qui partent pas, etc. Donc ça, c'est basique, mais il faut quand même le faire, parce que c'est la base de tout. Si les gens ne sont pas invités, ils ne risquent pas de venir, parce qu'ils ne seront tout simplement pas au courant. Deuxième chose, est-ce que l'invitation a été envoyée suffisamment à l'avance ? Donc alors là, je me suis mis en tête implicitement pour une final system démo dans un PI safe. Donc en partant du principe que les PI durent 3 mois, et voilà, donc tous les 3 mois il y a une final system démo. Éventuellement au milieu du PI il y a une système démo. Ça, je trouve que c'est très bien de faire une grosse système démo au milieu de chaque PI, donc au bout de 1 mois et demi. Après, voilà, si on est dans un processus, si on est en Scrum par exemple, au niveau équipe, il y a une démo à la fin de chaque sprint. Donc ça peut être toutes les 2 semaines. Donc là, le 1 mois à l'avance n'est peut-être pas pertinent. Mais en tout cas, l'invitation, elle ne doit pas être envoyée 2 jours à l'avance, parce que les agendas se remplissent. Il faut que les gens puissent s'organiser, il faut qu'ils puissent être au courant, qu'ils s'organisent, qu'ils se libèrent du temps, qu'ils bloquent le créneau. Donc là, je vous recommande, alors ça dépend vraiment de la situation, comme je viens de l'expliquer, mais 1 mois à l'avance pour une final system démo d'un PI de 3 mois, pour moi, c'est la bonne chose. Donc, est-ce que vous avez envoyé l'invitation 1 mois à l'avance ? Bien sûr, si vous ne l'avez pas envoyé 1 mois à l'avance, c'est pas grave, 2 semaines à l'avance, c'est déjà bien. C'est mieux que rien, c'est mieux que la veille, et voilà. Mais cochez cette case pour savoir si vous l'avez invité suffisamment tôt ou pas, si vous l'avez envoyé suffisamment tôt ou pas. Est-ce que les créneaux horaires sont bien identifiés ? Donc s'il y a plusieurs démos séparées, s'il y a plusieurs sujets, ce qui est le cas dans l'agilité à l'échelle, quand on a un train avec plein d'équipes, bien souvent on ne fait pas une seule démo avec l'ensemble du produit intégré, mais chaque équipe présente une partie. Chaque équipe a quelque chose à dire, ça peut prendre beaucoup de temps, il peut y avoir plein de créneaux. Les équipes ne sont pas forcément toutes très liées techniquement, donc chacun peut avoir sa partie, et toutes les parties prenantes ne seront pas forcément intéressées par toutes les parties. Donc dans n'importe quelle réunion, il faut qu'il y ait un créneau horaire bien identifié. Alors c'est un peu la même chose que le point suivant. Est-ce qu'il y a un ordre du jour avec horaire de chaque partie dans l'invitation ?
Donc le créneau horaire, c'est le créneau horaire de la démo dans l'agenda, hein, ça c'est dans l'agenda, donc ça va un peu avec l'invitation, mais voilà, peut-être que c'est un peu superflu de l'avoir précisé, mais bon, en tout cas je l'ai mis. Mais il faut un ordre du jour avec des heures de passage, telle partie durera 10 minutes, telle partie 10 minutes, telle partie 10 minutes, si c'est justifié. Bien sûr, si vous faites une petite démo régulière à la fin de chaque sprint et que ça dure que 30 minutes et que c'est toujours un peu la même chose, il n'y a pas forcément besoin de préciser des heures de passage parce que c'est plus simple. Mais en réalité, même dans une démo de sprint, bien souvent, on va montrer plusieurs features. Donc, il faudrait au moins qu'un ordre du jour avec la liste, alors de features ou user story, la liste des user stories qui vont être démontrées pour que les gens ils sachent à l'avance ce qu'ils vont voir. Ça va les faire venir. Alors que si les gens ils ont juste une réunion dans leur agenda où c'est écrit démo et ils savent pas exactement ce qu'ils vont voir, ils auront moins envie de venir. C'est comme si vous alliez voir un film au cinéma, quelqu'un vous dit ça te dirait d'aller voir un film et il vous dit juste qu'on va voir un film. Et il vous dit pas le titre du film, il vous dit pas le synopsis, il vous dit rien, il vous dit juste on va voir un film. Et vous n'avez pas le choix du film, la personne vous emmène, elle vous dit viens on va voir un film, et vous n'avez pas le choix du film et ça sera la surprise. Est-ce que vous auriez envie d'aller voir ce film? C'est pas sûr que vous soyez motivé pour aller voir ce film. Si on vous dit ça va être tel film, je sais pas, Avatar 3 qui vient de sortir ou autre, et que ça vous plaît, vous allez y aller. Alors que si vous êtes dans l'incertitude la plus totale, c'est pas sûr que vous réserviez votre temps pour aller voir ça. Ensuite, alors, point très important, donc on a un ordre du jour, hein, voilà. Est-ce qu'on a identifié un public cible précis pour la présentation ou la démo? À qui s'adresse cette démo? Donc j'ai fait une vidéo sur la chaîne, je la mettrai en description. Il y a plusieurs types de publics. Par exemple, si on démontre un produit, il va y avoir un public qui va être les utilisateurs. Il va y avoir un public qui va être le client, celui qui paye pour faire le produit. C'est pas la même chose que l'utilisateur. Le but de l'utilisateur, c'est de faire quelque chose d'utile pour lui. Le but du client, c'est que le produit rapporte de l'argent. Il va y avoir un public qui pourrait être d'autres développeurs. Par exemple, s'ils doivent intégrer le produit dans un autre produit plus gros, ils vont être intéressés par des informations techniques. Là où l'utilisateur, lui, ne va pas du tout être intéressé par des informations techniques. Il va y avoir un public, ça va être des chefs, par exemple de la hiérarchie, des managers ou que sais-je, qui seraient invités au PI Planning, si c'est au PI Planning à la Final System Demo, si c'est une Final System Demo, qui se fait souvent juste avant le PI Planning. Donc, il y a une grande diversité de publics, là je vous cite pas tout, voilà, on pourrait en imaginer d'autres, et en fait ces publics-là, ils attendent pas tous la même chose. Donc la première des choses, c'est d'identifier un public cible, sachant que si on a un public trop hétérogène, on va pas pouvoir faire une démo ou une présentation qui va plaire à tout le monde, parce que chaque personne a des intérêts différents. Donc il va falloir toujours prioriser un certain type de public dans chaque présentation. Donc là, il n'y a pas de règle générale, ça dépend de plein de choses du contexte, mais il faut avoir en tête un certain type de public qu'on va prioriser et à qui on va présenter quelque chose. Ensuite, alors bien sûr, si on veut satisfaire tous les publics, il faut avoir un message adapté pour chaque public. Donc chaque public sera intéressé pendant 5-10 minutes, pendant une partie. C'est possible aussi. En tout cas, il faut l'avoir identifié. Et ensuite, quel message on veut passer à notre public cible? Donc quelle information on veut lui transmettre? Si c'est d'autres développeurs, on va vouloir lui transmettre des informations techniques sur, je sais pas, des API, des endpoints, des protocoles, etc. Si c'est un utilisateur d'un site web, on va vouloir lui passer des informations du genre voici les nouvelles fonctionnalités qu'on a développées, ça va être plus simple, etc. Donc les messages peuvent être très divers. Donc est-ce que j'ai identifié un message? Voilà, donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose à vérifier, une fois qu'on a ces deux choses, c'est est-ce que le message correspond au public que j'ai identifié? Erreur qui est très souvent faite. On imagine un public, inconsciemment, il y a un public qui est approprié, un public important, un public principal qu'il faudrait convaincre, et en fait on lui délivre un message qui ne l'intéresse pas. Par exemple, on fait venir des tas d'utilisateurs et on ne parle que de choses techniques qu'ils ne comprennent pas, parce que c'est de la technique. Donc ça, c'est un cas typique. Donc il faut que le message soit en adéquation avec le public cible. Bien sûr, si on a plusieurs publics cibles, il faut avoir plusieurs messages organisés le mieux possible et si possible décrit via un ordre du jour afin que chaque public cible sache à quel moment il aura les informations qui l'intéressent le plus. Donc ça, c'est vraiment plus fréquent qu'on ne le croit d'avoir des messages qui ne sont pas adaptés au public cible.
C'est très fréquent, pourquoi? Parce que souvent les démos, c'est fait par l'équipe de développement, par l'équipe de réalisation, les développeurs en somme. Et le public cible, ça peut très bien être des gens qui ne sont pas des gens techniques. Ça peut très bien être, alors je l'ai dit plein de fois, ça peut, des utilisateurs, mais ça peut être le client. Le client n'est pas forcément technique, il comprend pas forcément l'informatique. Si le client était technique, peut-être qu'il ne ferait pas appel à d'autres équipes, bon bref, je sais pas, mais en tout cas, le client, ça peut être des managers qui sont dans le public cible. Donc ça, ce qui est très fréquent, c'est d'avoir un discours trop technique, trop difficile à comprendre, sans même s'en rendre compte, parce que les gens qui sont compétents techniquement sont tellement compétents et tellement à l'aise avec la technique que tout leur paraît naturel et qu'ils ont l'impression que tout le monde comprend ce qu'ils disent, parce que pour eux c'est clair, parce qu'ils sont plein dedans, tout est évident, et même quand ils essayent de vulgariser, bien souvent, ça reste quand même un peu trop compliqué pour un public de néophytes. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Pour moi, c'est un défaut très fréquent. Ça part d'une bonne intention, mais on peut très bien avoir tout validé et se tromper là-dessus. Donc du coup, si on n'a pas ça, si on n'a pas de public cible, si on n'a pas de message adapté, si on n'a pas identifié un bon message, si le message ne correspond pas au public, petit à petit, ça veut dire que les gens ne viendront plus dans vos réunions. Alors peut-être qu'ils viendront une fois et puis ils diront on n'a rien compris et ils s'en iront. Et puis la prochaine fois que vous l'inviterez, et surtout que dans les méthodes agiles, on est en processus itératif, donc des démos, des revues et autres, normalement il y en a très régulièrement, un peu tout le temps. Eh bien, si ce n'est pas bien organisé, alors les gens ne viendront plus. Voilà, donc ça sera décevant. Dernier point, donc j'avais expliqué dans la vidéo précédente, il faut garder le contact, parce qu'on n'est pas tous en mode robot, c'est pas parce qu'il y a une invitation dans l'agenda qu'on va y aller obligatoirement. Donc il y a un peu une dimension sociale, il faut se connaître, c'est aussi de l'humain. Individuals and interactions over process and tools. Les individus, les interactions sont plus importants que les processus et les outils. C'est la première phrase du Manifesto for Agile Software Development. Donc c'est des individus, des interactions, et les parties prenantes, le public des démos sont aussi des individus avec qui il faut ménager des interactions d'une manière ou d'une autre. Donc le lieu où les gens se rencontrent, c'est les démos, mais pour que les gens viennent en démo, il faut aussi échanger via d'autres canaux informels, via la machine à café, via je sais pas, des rencontres dans les couloirs, via des petits chats dans Teams ou dans Google, et ainsi de suite. Donc ça va faire que les gens ils vont se rappeler, vont se souvenir, ah oui c'est vrai, il y a cette démo, on m'en a parlé, je vais, oui c'est vrai, j'avais oublié, mais oui c'est dans mon agenda, je vais venir. Voilà, donc ça c'est plus important qu'on ne le croit. En réalité, c'est décisif. En fait, il y a plein de choses qui sont informelles, surtout dans les méthodes agiles, parce qu'on compte beaucoup sur l'intelligence collective, les individus, leurs interactions. Il y a énormément de choses qui sont complètement informelles et qui sont essentielles à un bon fonctionnement agile. Et si on passe à côté de toutes ces choses informelles, on va pouvoir très bien faire toutes les règles de l'agilité, faire toutes les cérémonies de l'agilité, toutes les réunions de l'agilité. Et si on n'a pas ce côté informel, mais qui n'est pas forcément écrit dans des livres ou qui est plus difficile à appréhender, donc si on n'a pas ça, eh bien l'efficacité des équipes va être bien moindre et l'engagement, la motivation va être moindre. On a tendance à oublier quand même qu'on est des êtres humains, on ne fonctionne pas comme des machines. Et même si on veut tout rationaliser pour de bonnes raisons, parfois pour des raisons d'efficacité, de reproductibilité, de qualité, on veut tout rationaliser, tout mesurer, tout contrôler. Pour des projets complexes, la dimension humaine compte énormément, parce que en fait, beaucoup de solutions viennent de ce qu'est capable de produire un être humain lorsqu'il se pose des questions, qui répond à des sujets inédits, des problématiques inédites et complexes. Il faut de la bonne volonté, de la créativité, de l'envie, du partage technique, fonctionnel, etc. Donc tout ça, ça se cultive. On ne peut tout contrôler que sur les projets très simples, donc là qui n'ont pas besoin forcément d'agilité, où les gens vont être réduits, des ouvriers entre guillemets, qui vont faire des tâches très simples et reproductibles. Donc là dans ce cas-là on peut éventuellement tout contrôler et il y a peut-être moins besoin d'interaction, mais dès qu'on veut faire des choses complexes à grande échelle, innovantes, etc., là on va avoir besoin de cultiver toute cette interaction pour cultiver cette intelligence collective. Voilà.
Donc, vous avez cette checklist. Donc, je vous ferai peut-être une version PDF que je mettrai dans la description. Enfin, je ne sais pas encore, mais voilà. Bon, toutes les infos seront dans la description. En tout cas, je mets toujours beaucoup de choses en description. Donc, maintenant, question importante, qui doit faire tout ça en fait? Qui est responsable de tous ces éléments? Bon, on pourrait dire un peu tout le monde, mais en réalité, bon, mauvaise nouvelle pour les PO. Je pense que la responsabilité de ça, c'est les PO qui doivent la porter d'une manière logique. On pourrait dire ça serait le Scrum Master. Alors là, ça c'est mon icône de Scrum Master que j'ai mis dans l'équipe de développement. Alors déjà, bon, ce schéma, il est un peu simpliste. En haut, j'ai mis les parties prenantes. En bas, l'équipe de développement. J'ai fait le choix de mettre le Scrum Master au sein de l'équipe de développement, le PO au milieu. Bon, c'est un choix pédagogique. On peut faire des discussions sans fin pour savoir si le PO peut être dans l'équipe de développement ou pas, si le Scrum Master est dans l'équipe de développement ou au milieu, etc. Bon, là, c'est pour simplifier les choses. Hein. C'est un parti pris de présentation. Mais je vous explique pourquoi. Normalement, alors là c'est une PO, la PO est en interaction avec toutes les parties prenantes du produit. Alors qu'est-ce que c'est les parties prenantes? Là je vous ai mis un petit échantillon de personnes. Donc ça c'est l'icône pour représenter les personnes UX UI qui vont designer le produit en termes d'expérience utilisateur, de user interface, etc. Alors bon, je précise que j'ai mis qu'une seule personne pour représenter UX UI. Je sais que c'est deux métiers très différents. Alors bon, désolé pour les UX UI qui nous regardent. C'est vrai que c'est simplificateur ce que je dis. J'avais qu'une seule icône, donc voilà. Alors et pour le coup, j'ai mis deux utilisateurs parce qu'il y a potentiellement beaucoup d'utilisateurs. Alors dans mes conventions, j'utilise les mêmes icônes dans toutes les présentations de la chaîne pour que vous facilitez la compréhension de ceux qui regardent toutes les vidéos. Comme ça, vous vous y retrouvez. Donc pour les utilisateurs, je mets des jeunes avec casquette parce que c'est pas des professionnels, c'est des utilisateurs de notre application. Donc là, j'ai mis des utilisateurs. Ça, c'est le client qui a une cravate qui est très sérieux. Et là, avec un petit monocle, c'est un business owner ou éventuellement un business analyst qui va comprendre, business, on peut traduire ça en métier, donc qui va comprendre le métier pour lequel on va développer un produit, qui va comprendre les enjeux de ce métier, comment on peut générer de la valeur avec le produit. Donc toutes ces personnes vont définir des exigences d'une manière ou d'une autre, ou des workflows utilisateurs, les UX par exemple, vont être en interaction avec l'APO qui va devoir synthétiser toutes ces exigences, tous ces besoins qui peuvent être parfois même contradictoires et en faire un backlog pour l'équipe, un backlog avec des user stories. Et ensuite, l'APO va, donc les flèches, c'est un peu le sens du besoin. Le besoin vient des parties prenantes au-dessus, va être synthétisé par l'APO sous forme de user story, et ensuite les user stories vont être envoyés à l'équipe qui va développer tout ça. Donc là, j'ai mis des développeurs, une architecte logiciel ou leader technique, un testeur ici et le Scrum Master. Donc l'équipe va être en charge de la réalisation. Bon, en réalité, en haut, c'est la maîtrise d'ouvrage et en bas, c'est la maîtrise d'œuvre dans les méthodes traditionnelles. Alors pourquoi c'est le PO qui doit s'occuper d'inviter toutes les parties prenantes? Parce que dans la démo, alors si on est dans le cadre d'une démo bien sûr, et je me mets dans le contexte d'une démo même si tout est valable pour les autres présentations, mais donc dans le cadre d'une démo, c'est l'équipe qui va présenter, bien souvent les développeurs directement, aux parties prenantes, mais c'est un peu le seul moment où l'équipe voit les parties prenantes, les démos, pour avoir son feedback. Et le reste du temps, l'équipe travaille, développe le produit et échange principalement avec la product owner lors des backlog refinement ou des iteration planning. Bon, éventuellement, la product owner peut être intégrée dans l'équipe au quotidien, mais dans tous les cas, c'est rare que l'équipe soit en interaction fréquente avec des utilisateurs, etc. Là où la product owner, elle va être en interaction beaucoup plus avec toutes ces parties prenantes parce qu'elle va être en charge de définir les user stories dont les exigences proviennent de toutes ces personnes. Donc pour moi, la logique, c'est que ça soit le rôle de product owner qui prenne en charge d'inviter les gens, de les relancer, etc. Alors bien sûr, le Scrum Master, lui, même si c'est pas un assistant, c'est réducteur de dire ça, mais il peut assister l'équipe sur toutes les problématiques d'organisation. Donc le Scrum Master peut contribuer aussi à inviter, relancer les personnes qu'il connaît ou à minima dire au PO, au fait, est-ce que tu as pensé inviter telle et telle personne, à envoyer les messages, etc. On peut faire tout un tas de rappels organisationnels. C'est le rôle du Scrum Master de s'occuper de la méthode qu'on va utiliser, de l'organisation et tout ça. Mais bon, c'est quand même l'APO qui doit contacter tous ces gens parce que c'est elle qui les connaît et qui travaille avec eux le plus au quotidien.
Voilà, après, voilà, on se base sur la bonne volonté, hein. Quiconque qui a connaissance de telle ou telle personne qui doit venir peut solliciter les gens. Alors voilà, pour garder le contact, ça peut être n'importe qui. Après, c'est vrai que pour définir le message, l'ordre du jour, etc., c'est plutôt les product owners, hein, qui seraient en charge de créer ces invitations, je pense. Ça serait le plus logique, voilà, pour les raisons que j'ai expliquées. Alors bien sûr, pour créer l'invitation en elle-même, ou envoyer ou écrire les emails, ça peut très bien être le Scrum Master qui maintient des listes à jour dans son organisation. Enfin, c'est un collectif. Et voilà, donc là j'espère que cette checklist vous sera utile. Dites-moi si vous l'utilisez, si vous trouvez ça pertinent. Est-ce que j'ai oublié des choses ou est-ce qu'il y en a trop peut-être? En tout cas, voilà, donc ça c'était pas prévu à la base, mais je trouve que c'est intéressant, ça aide à mieux organiser ses démos, voilà, sans se reposer tout le temps les mêmes questions. Enfin, là on se pose les questions, mais avec support d'une checklist. Donc on est sûr de rien oublier. Merci pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.